Parce que nous avons un effet de place, nous avons une église, nous allons voir un bâtiment scolaire. Alors qu'au fond, on nous a expliqué tout à l'heure qu'il s'agissait plutôt d'un tissu rural transformé en tissu à la fois industriel, industrieux, avec logement, avec une certaine sorte de mixité d'activités qui venaient de Paris, qui sortaient de Paris. La métaphore un peu détestable d'une hernie sortant de la ville qui viendrait conquérir comme ça un territoire sur la commune d'à côté, apparaît comme une chose absolument détestable, je dirais, sur le plan moral, et puis sur le plan politique évidemment aussi, parce qu'on a l'impression d'une conquête territoriale. Néanmoins, sur le plan économique, c'est un peu ce qui s'est passé à un certain moment de l'histoire. Paradoxalement, dans cette espèce d'entre-deux, cette zone de l'entre-deux, cette limite extensive, on se retrouve étonnamment dans un quartier, comme si on était dans la fabrication d'une nouvelle forme de centralité, comme si Montreuil ne pouvait pas se contenter d'être Montreuil, et qu'il fallait que Montreuil descende, et que Montreuil, le Bas-Montreuil, devienne existentiel, avec une place, dans le cas présent un square, qui rappelle les squares parisiens, et qui renvoie aussi au square d'Angleterre, une église qui est juste derrière, et puis un peu plus loin, donc, un bâtiment scolaire assez remarquable que nous verrons tout à l'heure, juste à côté d'une usine, usine Klein, usine donc de piano. Voilà en gros pourquoi on voulait venir ici, c'est parce qu'en fait nous sommes dans un espace interstitiel aux confins, et les confins se mélangeant beaucoup plus qu'on ne l'imagine, au-delà des histoires que nous nous sommes racontées tout à l'heure de limites tranchées. Curieusement, tout cela existe certes, mais il y a un au-delà de cela. On aura ici quasiment un exemple de ce qu'il ne faudrait peut-être pas faire pour laisser la ville respirer, trouver des espaces intermédiaires et des lieux de respiration normaux, et laisser surtout la population dire un peu comment elle se sent vivre dans des espaces comme ceux-là. Je crains que le terrain sur lequel nous sommes, où on ne voit pas ni clairement que là-bas ce sont les boulevards extérieurs, ni bien clairement que là on a la petite ceinture, et qui sont des éléments symboliques dans ce sens qui sont transversaux, et qu'on sait qu'on va les retrouver comme une réitération sur l'ensemble de la périphérie parisienne, et peut-être qu'à un moment donné, savoir faire exister des éléments plus grands, qu'on sache où on est assez rapidement, qu'on puisse s'orienter dans la ville, dire tiens on est plutôt à l'ouest de la centralité, ou on est plutôt par rapport à Tour Eiffel comme ça, etc. Ça pourrait être intéressant. Moi, je dis souvent que quand on organise une promenade urbaine, il y a une espèce de scénario qui est organisé comme un film, comme une pièce de théâtre, comme un livre. On raconte une histoire, on veut dire partager quelque chose avec quelqu'un, avec un groupe de gens, ce qui est toujours assez aléatoire. Puis on travaille beaucoup ce scénario, sauf que la promenade urbaine, le scénario, on le joue. Et on joue qu'avec des acteurs qui savent pas qu'ils sont acteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de faire passer un point de vue. Pas tellement une réponse, plutôt une question. Le travail sur l'espace public est un travail très délicat, dans le sens où il n'est pas démocratique, parce qu'il est impossible qu'il le soit. On ne peut pas, quand on va faire un axe, solliciter la totalité de la population qui vit autour pour lui dire est-ce que mon axe il est convenable ou pas. Sinon on ne le ferait jamais, parce qu'on n'en finirait pas d'avoir tous les avis. Donc forcément, il y a quelque chose d'autoritaire dans la fabrication de l'espace public, et il y a là-dessus un débat obligatoirement. L'usager n'est pas forcément d'accord avec ce qui a été fait là, et par conséquent, finalement un lieu, cet espace public qui est cette promenade devient possiblement un lieu de débat politique. Avancer ensemble, c'est se construire tout seul aussi. Et c'est en ça que c'est riche d'être à plusieurs. Parce qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres ou s'opposer les uns les autres et dire ah oui, toi tu vois ça comme ça, mais moi pas du tout. Et c'est là que ça va devenir un vrai échange. Je crois que pour comprendre la ville, il faut frotter sa propre expérience à celle de personnes qui ont un savoir, qui peut être un savoir professionnel, d'architectes, d'urbanistes, à des artistes, à des habitants. Et je crois que ce qu'il y a de formidable dans la ville, c'est que la connaître, c'est partager. Dans la ville, il y a quelque chose qui toujours déborde. Je veux dire qu'elle est inachevée
par nature et elle appartient à tous par nature. Ça veut dire que le regard de l'artiste, il est essentiel. Mais si on invite un autre artiste, son regard sera différent. Le regard de l'architecte, de l'urbaniste, etc., ils sont tous essentiels et tous différents. Et le regard du promeneur, mais le promeneur, s'il est un touriste, s'il est étranger, s'il est l'habitué du quartier, s'il est atrabilaire, de mauvaise humeur, etc., il vivra la ville différemment. Donc la ville, pour moi, elle a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle ne peut pas être enseignée par un professionnel qui arriverait féru d'une science qu'il voudrait délivrer à des ignorants, mais assoiffés de connaissances. La ville, elle se pratique pour s'apprendre. Donc il y a là quelque chose qui nécessite d'avoir un corps et de trimballer ce corps dans l'espace. Et puis aussi, elle est le croisement de 1000 idées. Et d'une certaine manière, elle s'outrepasse constamment et elle nous outrepasse constamment. Et elle est donc un savoir en partage, un savoir qui est une pratique et qui est forcément en partage. Et en cela, elle a un côté fraternel. C'est notre coin du monde. Ouais. Si on est très longtemps dans un paysage qui est le même, on finit par penser à autre chose. On finit par se retrouver en dehors du lieu que l'on parcourt. L'esprit s'en va, forcément, parce qu'il se lasse de quelque chose qui est monotone. Mais au contraire, quand l'attention est relancée par une configuration nouvelle du paysage, une brusque rupture, une lumière alors qu'on était dans l'ombre, des choses de ce genre-là, à ce moment-là, forcément, il y a quelque chose qui se passe. Donc la diversité, le critère, c'est la diversité des paysages, finalement, que l'on peut rencontrer là-dedans. C'est pourquoi il est très intéressant de faire une promenade de façon radiale, parce qu'on franchit des limites, donc on rentre dans une diversité. L'avantage et l'inconvénient d'une promenade urbaine, c'est qu'il y a des choses qui se programment, il y a des choses qui se prévoient, et puis il y a des choses qui sont totalement imprévisibles. Et donc c'est ce rapport-là en fait entre ce qui est prévisible et ce qui est imprévisible, ce qui a été pensé, programmé, et qui tout d'un coup va être perturbé, voire contredit, contrecarré par un événement extérieur. Alors ça peut être un changement brusque de climat, un changement météo brusque, qui fait qu'il y a tout d'un coup un très gros orage qui tombe sur la tête du groupe et qui fait qu'on va être obligé effectivement d'accélérer, de s'abriter et donc de tout d'un coup changer effectivement par exemple un itinéraire. Mais il y a aussi en fait tout ce qui va arriver de l'extérieur et très souvent quand le phénomène du groupe et donc l'agrégation de plusieurs personnes va fabriquer dans un territoire, dans un quartier, va provoquer en fait l'attention des habitants ou des gens qui passent tout simplement et qui tout d'un coup vont s'arrêter, vont écouter une bribe de conversation, une bribe d'analyse du ou des conférenciers et qui tout d'un coup vont même parfois intervenir, poser des questions, couper la parole. Et donc c'est tout ce jeu-là qui fait que tout d'un coup on est pris dans une espèce de jeu. Dans une espèce de jeu qui du coup consiste à improviser. Parce qu'on est obligé en fait de sortir de son discours qui est plus ou moins formaté forcément. Hein. On est tous portés par nos idéologies et par notre façon effectivement de regarder le monde. Et l'arrivée inopinée d'un nouvel acteur va tout d'un coup en fait nous permettre d'une certaine façon de changer le discours qu'on avait dans la tête. Alors ça peut être pour le meilleur ou pour le pire, hein, parce que ça peut totalement faire rater une promenade, surtout si il peut y avoir des altercations, il peut y avoir toutes sortes, surtout si on se promène sur un territoire sur lequel on n'a pas le droit de se promener. Ce qui est au fond assez fréquent finalement dans nos parcours urbains, c'est d'aller dans des endroits où on ne va pas.
et même donc de jouer la transgression, donc de jouer sur une transgression réglementaire ou d'obtenir une autorisation exceptionnelle pour tout d'un coup pouvoir venir pénétrer dans tel ou tel lieu, et qui fait que cette transformation des pratiques habituelles d'un territoire peut perturber, je dirais, l'environnement, peut perturber un petit environnement et tout d'un coup attirer l'attention d'usagers, d'habitants, de passants qui ont l'habitude de traverser ce territoire mais sans s'y intéresser particulièrement, et qui tout d'un coup, par la station d'un groupe, vont être perturbés, je dirais, dans leur expérience quotidienne. Dans une promenade, s'il n'y a pas un accident, enfin un accident, c'est pas forcément un accident dangereux, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'imprévu, forcément, tout est convenu. Dans ce cas-là, tout est ennuyeux. Enfin, tout est prévu. Donc, si c'est attendu, ce serait comme un roman dont on connaîtrait la fin, une pièce de théâtre dont on connaîtrait tous les rebondissements. À quoi ça servirait? On n'irait pas au théâtre. Donc, forcément, si on va là, c'est pour découvrir quelque chose. On ne sait pas quoi. Il faut donc bien qu'il arrive quelque chose. Ça peut être des choses mineures. Hein. Quand un oiseau passe, qu'on ne le connaît pas, ou quand quelqu'un reçoit une fiente sur son veston, c'est un accident, mais qui tout de suite nous remet en système, en rapport avec ce qui se passe autour de nous et qu'on n'avait pas prévu. Il se trouve que l'écosystème urbain inclut des pigeons. Oui, ça fait aucun doute là-dessus. Et d'autres oiseaux, hein, pas que ça. Mais ça peut être une lumière, ça peut être un papillon, ça peut arriver, qui passe, donc une chose fine, parfois un chien, un autre être vivant, enfin, une voiture, aussi bien un accident, en effet, une chute, une pluie, un orage. Les orages, c'est très intéressant parce que subitement, les gens s'en vont dans toutes les directions, prennent des poses et des attitudes très, très variées par rapport à la pluie forte, la pluie qui impressionne. Ils veulent, certains finalement passent dessous comme si de rien n'était, ce qui est intéressant. D'autres pas du tout, ont des réactions très, très diverses. C'était pas prévu à ce moment-là. C'était pas prévu dans cet espace-là, et donc on réagit d'une certaine façon. Alors tout ça, ça fait partie de la promenade. Et qu'est-ce que les gens, de quoi parlent-ils finalement quand ils reviennent de la promenade? Ce sont des choses qu'ils n'avaient pas prévues. C'est de ces choses-là qu'ils parlent. Ils parlent du moment où ils ont été obligés d'aller chercher un vêtement, un parapluie, ou bien justement de parler à quelqu'un qui n'était pas du tout prévu dans leur parcours, et ainsi de suite. C'est de ça dont ils parlent. Donc c'est finalement ça qu'ils attendent.